L'adoption à l'unanimité ce mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution qui renouvelle le mandat des casques bleus en RD Congo. Elle charge également la MONUSCO d'aider à la préparation des prochaines élections. Au Bénin, Sébastien Germain Ajavon, président d'honneur du parti Union sociale libérale, s'est fait enrôler dans le cadre du RAVIP. Il a invité les populations à sortir massivement pour le faire. Au Togo, l'opposition engagée dans des pourparlers avec le pouvoir s'est prononcée. Pour elle, il n'est pas question que le président Faure Gnassingbé soit candidat à un autre mandat en 2020. Nouveau journal sur Sika. Bienvenue, bonsoir. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité mardi une résolution qui renouvelle le mandat de ces casques bleus en République démocratique du Congo. Cette résolution charge également la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, MONUSCO, d'aider à la préparation des prochaines élections. Les images. Présentée par la France, cette nouvelle résolution prolonge le mandat de la MONUSCO et souligne la nécessité de protéger les civils d'ici les élections prévues en décembre pour organiser le départ du président Joseph Kabila. Ce texte adopté à l'unanimité mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU souligne également la nécessité de faire tout ce qui est possible afin d'assurer que les élections du 23 décembre 2018 soient organisées avec les conditions requises de transparence, de crédibilité, d'ouverture et de sécurité. Les plus de 16 000 militaires de la MONUSCO seront chargés de soutenir le processus électoral, notamment l'inscription des électeurs, le scrutin et la transition au sommet du pouvoir attendue le 12 janvier 2019. La mission fournira également une assistance technique et logistique pour soutenir le processus électoral et formera par ailleurs la police congolaise pour qu'elle assure la sécurité le jour du vote. La MONUSCO devrait notamment relever toute atteinte aux droits de l'homme et les signaler au Conseil de sécurité de l'ONU. Cette nouvelle résolution intervient dans un contexte de tension entre l'ONU et le président Joseph Kabila sur fond de crise politique, sécuritaire et humanitaire. En Sierra Leone, les habitants de Freetown réagissent au report de quelques jours du deuxième tour de la présidentielle. Le scrutin initialement prévu ce mardi a été reporté à samedi prochain en raison notamment de délais d'organisation dû à un recours en justice déposé par un avocat du parti au pouvoir. Voici en extrait ce que pensent quelques Sierra-Léonais de ce report du scrutin. Oui, je suis satisfait. Je sais qu'il y a des problèmes, mais je suis content car ils doivent faire les choses bien et sans se presser. Sinon, il y aura d'autres problèmes, d'autres erreurs et les gens vont se plaindre. Donc, c'est bien comme ça. Tout va bien, tout est calme. Dans une situation comme celle-ci, nous devons nous attendre à ce genre de choses. J'aimerais juste demander aux deux candidats, Julius Maada Bio et Samura Kamara, d'expliquer les choses à leurs supporters pour qu'ils restent calmes. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir des élections pacifiques. Et j'espère, au nom de Dieu, que tout se passera bien samedi prochain. Ce pays a connu la guerre civile. Nous avons aussi eu ce glissement de terrain. Les gens savent ce qui se passe dans le pays. Donc nous ne voulons plus de bagarres. Tout ce que nous voulons, c'est une élection calme et une transition pacifique d'un gouvernement démocratique à un autre. Le Premier ministre malien Soumelou Boubèye Maïga a prôné la réconciliation nationale et la mobilisation contre les djihadistes au dernier jour de sa tournée dans le nord-est, dans le nord et le centre du Mali, récemment ensanglanté par des affrontements intercommunautaires. Ce périple, entamé le 22 mars, aura été dominé par sa visite le 23 mars à Kidal, dans le nord-est, une première depuis près de 4 ans dans ce bastion de l'ex-rébellion à dominante Touareg. Lors de sa dernière étape à Djenné dans le centre, Soumelou Boubèye Maïga a visité le chantier d'un barrage-pont détruit par les djihadistes le 8 mars, destiné à relier deux rives du Bani, un affluent du fleuve Niger. Nous avons un plan de sécurisation de nos ouvrages sensibles, a-t-il déclaré. Non seulement il y aura des militaires, mais aussi d'autres dispositifs. Les terroristes n'auront pas le dernier mot, a-t-il assuré. Pendant cette dernière visite, avant de regagner Bamako, le Premier ministre s'est dit convaincu que l'équipe au pouvoir allait continuer à diriger ce pays alors qu'une élection présidentielle est prévue le 29 juillet.
Dans un message le dimanche soir à l'occasion de la commémoration du 26 mars 1991, soulèvement à l'issue duquel le multipartisme a été instauré au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a réaffirmé que l'élection se tiendrait dans les délais et dans les meilleures conditions. Plus tôt dans la journée de lundi, le Premier ministre avait promis à Bandiagara, localité touristique touchée par la crise, où il a rencontré plusieurs centaines de jeunes, la construction d'un pôle universitaire. La veille, il avait assisté à une rencontre de réconciliation entre des dirigeants Peul et Dogon à Koro, dans le centre, où des dizaines de personnes ont péri dans de récents affrontements entre ces deux communautés. Nous allons désarmer de gré ou de force les milices. L'État ne sous-traite pas sa sécurité. Nous allons les désarmer, a-t-il assuré, devant plus de 1000 personnes. Les membres de la communauté Peul accusent régulièrement les autorités de tolérer, voire d'encourager les exactions de groupes de chasseurs traditionnels à leur encontre au nom de la lutte contre les djihadistes, ce que démentent catégoriquement les représentants de l'État. 10 ans d'insurrection dans le nord-est du Nigeria. Les autorités nigérianes ont dévoilé l'existence de pourparlers de paix avec le groupe djihadiste Boko Haram. La récente libération des écolières de Dapchi enlevées en février suscite de l'espoir. Le silence des autorités nigérianes n'était apparemment pas signe d'incapacité. Les négociations tenues secrètes ont commencé il y a plusieurs mois afin de trouver une solution durable au conflit qui mine la région du lac Tchad. L'option suivie envisage notamment des amnisties pour les repentis. D'après le président Muhammadu Buhari, le gouvernement est plus que jamais prêt à accepter le dépôt inconditionnel des armes par tout membre du groupe Boko Haram qui ferait preuve d'une ferme détermination. Ces propos ont été tenus la semaine dernière par le président nigérien après avoir rencontré les écolières libérées dans la capitale fédérale. 111 écolières au total avaient été enlevées le 19 février à Dapchi, un kidnapping de masse perpétré par Boko Haram qui rappelle celui de Chibok en 2014 lorsque plus de 200 filles avaient été enlevées. Un cessez-le-feu d'une semaine avait été décrété le 19 mars au terme d'intenses négociations officieuses pour la libération des filles de Dapchi. Le gouvernement nigérien n'a cessé de nier les rumeurs sur le paiement d'une rançon ou la libération de prisonniers en échange des écolières. Plus largement, les pourparlers avec Boko Haram concernent l'éventualité d'une cessation permanente des hostilités et la possibilité d'accorder l'amnistie aux repentis. Je l'annonçais en titre, au Bénin, le président d'honneur du parti Union sociale libérale s'est fait enrôler ce mardi dans le cadre du RAVIP, le recensement administratif à vocation d'identification de la population. C'était au complexe scolaire de Djefa, Gbeglonou, où Ajavon Sébastien Germain a invité les populations à sortir massivement pour accomplir ce devoir patriotique. Suivons un extrait de ses propos. Je suis arrivé faire un devoir de citoyen puisqu'il s'agit de nos ressources. C'est l'État qui donne les moyens pour qu'on puisse venir faire l'enrôlement. C'est juste une question de se faire enrôler et d'avoir les pièces qui en sortent. Je demande à tout le monde de profiter parce que c'est peut-être une pièce qui sortira, qui servira de carte d'identité et c'est l'argent du contribuable. Donc, il faut que tout le monde y aille. Tout le monde aille se faire enrôler et maintenant on verra ce à quoi ça doit servir. Quand on dit qu'il y a un enrôlement à faire, ce qui est normal, c'est d'y aller et de se faire enrôler et puis on verra par la suite. Donc je demande à toute la population de Djefa et de toute la population du Bénin de se déplacer pour aller faire accomplir ce geste. Qui n'a rien à voir avec les élections, mais qui peut servir à d'autres choses. Au Togo, l'opposition engagée dans des pourparlers avec le pouvoir a annoncé qu'elle n'accepterait jamais que le président Faure Gnassingbé se représente lors de l'élection présidentielle prévue en 2020. Plus de précisions à travers ce reportage. Depuis plus de 6 mois, l'opposition togolaise manifeste pour demander la démission du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. Et pour essayer de trouver une solution à la crise qui secoue le pays, opposition et partis au pouvoir ont commencé des négociations difficiles sous l'égide du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Mais après plus d'1 mois de pourparlers et seulement 3 jours de rencontres,
les discussions semblent bloquées sur un principal point de discorde, la non-rétroactivité de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Ainsi, lors d'une conférence de presse et sous les applaudissements de ses partisans, le chef historique de l'opposition a déclaré qu'ils n'accepteront jamais que le président Faure Gnassingbé se représente en 2020. Il refuse de mettre en œuvre l'accord politique global et il revient dire « maintenant j'accepte » et les 3 mandats que je viens de faire, donc que je ferai en 2020, compte pour du beurre. Et après, on peut discuter, je suis prêt à faire éventuellement encore 2 mandats. Ça, il se trompe. Il se trompe. On n'acceptera jamais. Il est placé désormais face à son destin. Il est le seul à pouvoir faire le choix de sortir par la grande porte ou par la petite. La coalition, qui est parvenue à faire pression sur le gouvernement par ses marches quasi hebdomadaires depuis le mois de septembre, réclame également un mode de scrutin uninominal à 2 tours. Par ailleurs, l'opposition, qui a suspendu ses marches pendant le déroulement des négociations avec le pouvoir, a menacé de rappeler ses partisans dans la rue. Mesdames, Messieurs, cette édition suit son cours en Angola. José Filomeno dos Santos, le fils de l'ancien président, a été inculpé lundi pour fraude. Selon Luis Benza Zanga, le procureur général adjoint angolais, le fils de l'ex-président est poursuivi pour fraude, détournement de fonds, trafic d'influence et blanchiment d'argent. On fait le point. La famille dos Santos n'en finit pas avec les déboires judiciaires. Après Isabel dos Santos, c'est au tour de son frère José Filomeno dos Santos d'être empêtré dans un scandale financier. Le fils de l'ancien président angolais a été inculpé de fraude pour avoir ordonné, au moment où il dirigeait le fonds souverain du pays, un virement jugé suspect de 500 millions de dollars. Il est donc poursuivi pour fraude, détournement de fonds, trafic d'influence, blanchiment d'argent et association criminelle. Selon le procureur général adjoint angolais, le mouvement de fonds suspect à destination d'un compte du Crédit Suisse dans une de ses succursales londoniennes a été ordonné en septembre depuis le compte du fonds souverain à la Banque centrale. Surnommé Zenou, José Filomeno dos Santos a été nommé en 2013 par son père, José Eduardo dos Santos, à la tête d'un fonds souverain créé 1 an plus tôt et doté d'un capital initial de 5 milliards de dollars puisé dans la manne pétrolière de l'Angola. Il a été limogé de ce poste en janvier dernier par le nouveau président João Lourenço. Pour finir, c'est confirmé, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma comparaîtra le 6 avril devant un tribunal de Durban. L'ancien homme fort de la nation arc-en-ciel sera appelé à répondre des accusations de corruption dans une vieille affaire de vente d'armes impliquant le groupe français d'électronique Thales. Reportage. Jacob Zuma comparaîtra devant la justice le 6 avril prochain. L'ancien président sud-africain devra répondre aux accusations de corruption dans une vieille affaire de vente d'armes impliquant le groupe français d'électronique Thales. Jacob Zuma est accusé d'avoir touché des pots de vin du groupe français électronique Thales en marge de contrats d'armement géants d'un montant de près de 4 milliards d'euros conclus en 1999. Thales, également poursuivi dans cette affaire, a remporté une partie de ce contrat pour l'équipement de navires militaires. La première audience devant le tribunal de Durban devrait être exclusivement consacrée à la mise en accusation formelle des personnes poursuivies. Ce dossier, à multiples rebondissements, agite la vie politique sud-africaine depuis la signature du contrat. Jacob Zuma, rappelons-le, est mis en accusation dans de nombreux scandales de corruption qui ont terni son mandat. L'ancien président sud-africain a démissionné du pouvoir le mois dernier sous la pression de son parti, le Congrès national africain. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Sika. Agréable nuit à chacun et à tous.